à ceux qui tiennent debout. Christophe Samine de l'entreprise Hopsman Consulting travaille dans l'ombre, là où tout se joue, c'est-à-dire la fondation. Avec Christophe, on découvre que la sécurité n'est pas une barrière, c'est plutôt un tremplin, un art discret mais essentiel qui permet à chaque événement d'être fluide, serein et surtout fiable. Bonjour Christophe. Bonjour Anne. Alors moi j'aimerais quand même qu'avant qu'on commence cette question, que vous me définissiez ce que c'est la sécurité pour vous. C'est toute la complexité de la discipline. C'est-à-dire que la sécurité est quelque chose d'excessivement subjectif. Oui. Et dans un événement, en fonction du public, en fonction du thème, en fonction du lieu, il faudra avoir ce dynamisme de gestion qui permet de pouvoir justement s'adapter à toutes les compréhensions de la sécurité. Un petit exemple, vous prenez un public plutôt âgé, avec un thème qui est plutôt, j'allais dire, fédérateur. Si vous avez des familles qui se rendent à votre événement, l'aspect d'assistance médicale sera essentiel. Si vous faites un concert d'une star avec un public jeune, avec un public, on va dire, plus engagé, ce sera peut-être plus le fait de pouvoir avoir une liberté d'expression, donc c'est très subjectif et c'est toute la complexité de la matière sécurité. Alors si on prend l'événementiel, à quel moment la sécurité dans l'événementiel doit rentrer dans la préparation? Alors j'ai envie de dire, au plus vous y prendrez à temps et au plus la réflexion sécurité rentrera dans la conception globale du projet événementiel, au moins vous allez subir ce que la sécurité va vous imposer sur le terrain. Encore une fois, si vous réfléchissez en amont comment on va régler tout ce qui est accréditation, eh bien ce sera beaucoup plus fluide pour les équipes opérationnelles que de subir a posteriori le fait de dire il y aura un contrôle actif relativement lourd le jour de l'événement qu'on aurait pu éviter par une réflexion en amont sur le sujet de la sécurité. Donc en fait, si je comprends bien, il est important en fait de l'apprendre dès le départ. Qu'est-ce qui se passe si on apprend trop tard? Si vous l'apprenez trop tard, vous allez vous trouver face à une situation où vous allez avoir des contraintes de sécurité qui risquent d'être plus lourdes. Sur certains événements institutionnels que nous avons gérés, c'est assez particulier. Vous avez par exemple l'accréditation et la définition des règles d'accréditation. Si elles sont mal pensées au début, vous allez devoir intensifier les contrôles opérationnels au lieu de l'événement, ce qui veut dire que c'est moins agréable pour les visiteurs. Pourquoi? Parce que la réflexion sécurité est venue bien après que tous les blocs aient été mis ensemble, et ça c'est parfois un peu dommage et surtout impactant pour l'organisateur. Est-ce qu'à un moment donné dans ce trop tard, ou c'est vraiment trop tard? Est-ce que vous avez des limites de temps pour justement préparer la sécurité, ou vous êtes vraiment les super-héros? Non. Déjà en sécurité, il faut être très humble si on veut être réellement efficace. Et malheureusement, on connaît beaucoup de magiciens, ça n'existe pas en sécurité. Donc, moi, j'ai plutôt envie d'aller dans la direction de dire que au plus tôt vous rentrez, vous intégrez la sécurité dans le projet, au moins vous le subirez. Au plus tard, on va vous imposer d'avoir de la sécurité dans un projet, au plus vous allez le subir, que ce soit au niveau budgétaire, que ce soit au niveau opérationnel. Alors, que diriez-vous pour convaincre en fait qu'on puisse prendre conscience que la sécurité c'est important dès le départ, pour vraiment que ça fasse un déclic? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un cadre légal en Belgique, comme en France, comme ailleurs en Europe, qui fait que tout organisateur d'événements est civilement et pénalement responsable de ce qui peut arriver au public qui fait venir dans son événement. Donc ça, c'est un pan qu'il ne faut jamais oublier. Important aussi de préciser que quelle que soit la délégation que vous donnez à un partenaire, vous restez civilement et pénalement responsable. Donc si quelque chose arrive et impacte la santé ou la sécurité de vos visiteurs, c'est vous qui serez très concrètement devant M. le juge à expliquer comment ça se fait. Qu'est-ce que ça implique? Il faut pouvoir prouver que vous avez effectué ce qu'on appelle une analyse de risque,
c'est-à-dire que vous avez identifié ce qui pouvait impacter la santé et la sécurité des gens, que vous avez mis en place un modus operandi qui vous permet de pouvoir réduire les impacts potentiels, et puis surtout que vous avez un plan opérationnel qui fait que, bien, si incident il y a, vous avez les forces nécessaires pour pouvoir faire évacuer les gens ou donner les bonnes instructions aux gens en cours d'événement. Donc, c'est une obligation légale. Après, on peut parler peut-être un peu de l'intelligence aussi, l'approche intelligente de sécurité, qui est une autre notion. En dehors de l'aspect légal, il y a cette approche-là qui est de dire, tenons compte aussi de l'ampleur des impacts potentiels et partant de là, faisons en sorte qu'on les limite tant que faire se peut pour augmenter ce qu'on appelle l'expérience événementielle de vos visiteurs. Et effectivement, on va rebondir sur ce mot intelligence parce que vous faites d'ailleurs, vous, la différence entre sécurité obligatoire et sécurité intelligente. Oui. Alors, comment la décrire en une image simple? Et surtout, je vais vous poser deux questions en même temps. C'est quoi une sécurité intelligente? Je veux dire, la sécurité intelligente, c'est d'intégrer la sécurité dans son ensemble, c'est-à-dire de dire, voilà, quand j'effectue un contrôle d'accès, la manière dont je vais faire le contrôle d'accès pourra avoir un impact sur la qualité de l'événement. Exemple très concret, en fonction des profils que vous attendez à votre événement, bien, veillez à ce que le contrôle d'accès se fasse de manière la plus sympathique pour les gens. Le nombre de cas où on voit encore le manque de précision dans les profils des acteurs de la sécurité événementielle, vous avez un public plus anglophone, veillez à ce que le contrôle d'accès puisse se faire avec du personnel qui maîtrise la langue. C'est quand même beaucoup plus sympathique pour vos invités d'avoir cet échange. Et c'est un peu ça la différence, c'est-à-dire d'un côté, il faut imposer un contrôle d'accès et je commande un certain nombre de ressources nécessaires. L'autre côté qui est l'approche plus intelligente, c'est de dire, ok, quel est le public que je dois attendre et quel est le profil que je vais devoir préconiser pour effectuer ce contrôle d'accès de la meilleure des manières possibles. On va revenir aussi sur un petit point d'accompagnement. C'est comment accompagnez-vous, alors vous, concrètement, un organisateur pour qu'il puisse, qu'il ne subisse plus plutôt la sécurité, mais plutôt la maîtrise? On va plutôt aller vers la compréhension du projet. Donc, ce que vous voulez faire, quel est le but qui peut être de la communication politique? L'événementiel institutionnel, c'est de la communication politique, qui peut être du culturel, un festival, un concert, autre chose, qui peut être aussi associatif. Oui. Et en partant de là, le client va nous expliquer ce à quoi lui veut arriver, et nous allons attirer son attention sur les impacts que peuvent avoir la stratégie de sécurité, ce qu'on appelle le protocole de sécurité, et on va tenter d'imbriquer tout ça pour que, finalement, j'ai envie de dire, tout le monde soit à 85% content. Et le cadre légal soit respecté, et l'organisateur arrive à... Vous savez, quand vous impactez par une stratégie de sécurité qui est mal pensée, quand vous impactez le fond même de l'événement, vous subissez une sécurité, alors que si vous l'amenez de manière intelligente, de manière... moi, j'ai l'habitude de dire que gérer la sécurité, c'est un peu comme de l'horlogerie. Il faut de la précision, il faut être très regardant à la précision du système qu'on va mettre en place, et ce qui permet vraiment d'accompagner de manière active et positive les organisateurs d'événements. Et c'est un peu ce qu'on fait. Alors vous êtes très métaphore ou allégorique, parce qu'après horlogerie, il y a quelque chose que vous dites aussi, c'est commander de la sécurité sans analyser les risques, c'est comme aller chez le pharmacien pour un diagnostic médical. Alors moi, je m'avais bien fait rire quand on a préparé cette interview, mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez concrètement qu'est-ce que ça veut dire. C'est simple. Si moi j'ai de la fièvre, je ne vais pas aller chez le pharmacien pour lui dire expliquez-moi ce que j'ai, donnez-moi quelque chose. Il y a une étape entre les deux. Eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, avant de définir, je vais dire, l'aspect curatif ou préventif, j'ai d'abord besoin d'un diagnostic.
Et c'est un peu ce que nous faisons. C'est-à-dire, voilà, quand on analyse les risques, ben, on se rend compte que ce risque-là, ou cette menace-là, est concrète, et que donc, après cette phase d'analyse, que ce soit des risques, des menaces, les risques étant ce qu'on peut appeler comme incident accidentel, menace étant de l'intentionnel, eh bien, en partant de là, on va être à même de pouvoir faire la fameuse prescription médicale, où on va dire il faudra des caméras, il faudra un contrôle d'accès, il faudra un certain nombre d'agents de gardiennage qui vont nous aider à... Et là, on parlait de sécurité intelligente, et dans les agents de gardiennage, on va vous demander d'aller chercher des profils qui correspondent à ce qu'on a besoin. Voilà, c'est un peu ça l'image. Il y a l'autre image qui est de dire que dans un concert classique, vous avez le compositeur, les musiciens et le public. C'est un peu pareil. Avant d'écrire la partition, vous ne savez pas définir quels seront les meilleurs musiciens que vous avez besoin, les meilleurs artistes. C'est un peu pareil, il faut faire les choses dans l'ordre. Et d'ailleurs, vous avez accompagné des événements d'envergure, parce que là, vous êtes très discret, vous parlez de votre passion et de l'importance de la sécurité. Donc, vous avez accompagné de nombreux événements d'envergure. Et pouvez-vous nous partager un exemple ou une bonne préparation, on va dire, a réellement sauvé l'événement? Ouais, je veux dire, certaines menaces ou certains risques, quand ils sont identifiés de base, quand on a pris le temps d'être très concret en partageant avec les services officiels de sécurité, parce que chacun doit rester à sa place dans l'organigramme aussi, eh bien, ça permet d'éviter des impacts très très graves. Je prends un cas concret, 2015, on a un événement institutionnel de grande ampleur, 15 chefs d'État, une trentaine de ministres, une session d'ouverture, et puis on voit une association qui s'invite dans la cérémonie d'ouverture pour passer un message qui, et je le dis souvent, on vit dans un pays qui permet une liberté d'expression et il faut le louer, mais qui perturbe l'ensemble de l'événement. On est en pleine cérémonie d'ouverture, vous avez des banderoles, vous avez des cris, vous avez des klaxons, et vous demandiez un exemple tout à l'heure de ce que ça peut impacter. Ben voilà ce que ça peut impacter. Pourquoi? Parce que voilà, le contrôle d'accès ne permettait pas. Dès l'année suivante, on s'y est pris plus en amont, c'est-à-dire on est allé vers le client pour lui dire laissez-nous intervenir avant, et on a pu mettre en place une plateforme d'accréditation qui permettait de détecter des organisations qui potentiellement pouvaient être une menace pour l'événement. Contrôle actif à l'entrée, donc ça veut dire détection de métaux, ça veut dire contrôle des bagages, et ce qui permet que si vous venez avec un attirail qui... On focalise beaucoup sur les armes à feu, mais ça peut aussi être des étendards, eh bien on va le voir. Alors on ne va pas bloquer l'accès, mais on va organiser la chose de telle sorte à déjà montrer à l'ONG que voilà, ça ne sera pas le bon moment pour le faire. Voilà. Bravo. Alors, vous avez parlé de menaces. Eh bien, si vous deviez donner 3 priorités pour éviter les menaces, donc 3 priorités absolues pour sécuriser un événement, ben, quelles seraient-elles ces 3 priorités? Ouais, j'ai envie de dire, démarrons par le fait d'identifier ce qui est objectivement, quels sont objectivement les risques et menaces à attendre. Et ça, c'est toute l'expérience qui permet de motiver aux clients, de dire attention, tenant compte de l'événement, voilà ce qu'on peut attendre, que ce soit au niveau troubles sociaux, par exemple, manifestations, on est en pleine période. Donc voilà, si vous organisez aujourd'hui un panel, je vais traiter sur le budget du gouvernement fédéral, vous risquez d'avoir des protestataires à l'extérieur. Alors, je dis souvent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'il faut le savoir. Il faut identifier cette menace, et puis en partant de là, eh bien, il faut écrire toute la partition autour. Donc ça c'est l'identification. Après, c'est mettre en place un mode opérationnel de gestion, ce qu'on appelle un plan opérationnel de gestion, qui permet de la manière la plus intelligente, on revient sur l'intelligence de la sécurité, de pouvoir pallier à ces risques et menaces. Et si je peux donner un conseil aux organisateurs d'événements, c'est au plus tôt vous prendrez
vous intégrerez les aspects de sécurité dans votre projet, au plus la sécurité deviendra un levier pour votre événement plutôt que quelque chose qui vous semble très lourd à gérer. Alors, une toute dernière question. Elle va être courte. Et si le public devait repartir avec une seule phrase de vous, laquelle choisisseriez-vous? Ah, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y en a qu'une. Ah oui? C'est au mieux vous gérerez en amont, au moins vous subirez en aval. Regarde, merci beaucoup Christophe. Maintenant, on l'a compris, l'importance de la sécurité. Ça ne se prend pas par hasard, mais ça se travaille bien en amont pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci. Merci encore beaucoup et je vous souhaite beaucoup de sécurité et de bonheur.